Voilà, donc Laure Athias, je suis professeure d'économie publique à l'IDEAP depuis 2008. Et en tant que professeure d'économie publique, mes recherches portent entre autres sur le rôle de l'État. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un voyage dans l'une de mes recherches. Et en même temps, ça correspond très bien à la volonté que nous avons dans le cadre de ces journées de la gouvernance des entreprises publiques, de cette conférence, c'est de créer un moment d'interaction et de réciprocité entre expérience de terrain et recherche et réciproquement. Que chacun se nourrisse de l'autre et voilà, j'espère que potentiellement, vous pourrez vous nourrir de ce voyage-là. Ce que je vous propose comme incipit, c'est des résultats qui proviennent donc d'une étude faite par une étude qui a été publiée dans le German Economic Review en 2023. Et dans cette étude, en fait, les auteurs, ils se posent la question de voir comment évoluent les préférences dans le temps des Allemands de l'Est versus les Allemands de l'Ouest, et en particulier en ce qui concerne leurs préférences en termes de redistribution. D'accord ? Et suite à la réunification qui a eu lieu il y a 27 ans. D'accord ? Donc, ils ont des données pour 97, 2002 et 2017, 27 ans parce que, justement, leur dernière année d'observation est de 2017. Donc, ça fait 27 ans que l'Allemagne est réunifiée. Et, un peu de façon intrigante, ce qu'ils observent, c'est qu'il y a toujours un écart très important et significatif entre les préférences des Allemands de l'Est et les Allemands de l'Ouest en termes de redistribution. Et ce, même pour ceux qui sont nés après la réunification. Évidemment, ils observent une convergence. Entre 97 et 2002, on sent qu'il y a une convergence, mais que cette convergence, la rapidité de cette convergence, la vitesse de cette convergence, elle diminue au cours du temps et que rien ne prédit que les courbes se croisent un jour. Et comment expliquer cela ? Ils vivent ensemble, c'est un même peuple, ils sont depuis 30 ans environ sous la même économie de marché. Comment expliquer la persistance dans le temps de ces différences en termes de préférences ? Et une explication qu'amènent les auteurs, c'est la transmission intergénérationnelle de préférences. Les parents aux enfants communiquent nos propres préférences et c'est ainsi qu'elles peuvent perdurer dans le temps. Mon objectif aujourd'hui avec vous, c'est d'affiner cette explication et que peut-être potentiellement, ce qui perdure dans le temps, ce n'est pas seulement une transmission de préférences, mais peut-être d'autres choses. Et pour y arriver, on va passer par Castoriadis. Je ne sais pas si vous connaissez ce philosophe. Cornelius Castoriadis est un économiste, philosophe et psychanalyste dans cet ordre-là, d'origine grecque, donc multicasquette, très intéressant, et qui a écrit un ouvrage majeur, publié en 1975, intitulé « L'institution imaginaire de la société ». Quelle est sa théorie dans le cadre de cet ouvrage ? Je vais essayer de vous la synthétiser. Il dit qu'en fait, chaque institution, toute institution, c'est-à-dire tout organisme qui structure la vie en société, la société en général, dans sa globalité, comprend deux composantes. Une composante fonctionnelle. Ça veut dire quoi ? Que cette institution, elle doit répondre à des besoins. Typiquement, pour l'État, il s'agit de répondre à des besoins qu'on ne pourrait pas produire sans une organisation collective. La défense, par exemple, les biens publics, d'autres exemples. Voilà. L'État a été créé pour répondre à des besoins qu'une organisation collective peut produire et non pas autrement. Mais il dit, il y a une autre composante dans les institutions, très importante et indépendante, c'est la signification des institutions, leur raison d'être, leur idéal, leur sens. Et cette signification, nous a dit ce matin d'ailleurs M. Moustaki, il a dit quelque part, implicitement aujourd'hui on a un peu convergé vers le fait que pour l'État, cette signification, ce sens, cette raison d'être, c'était le bien commun.
On va revenir dessus, ce n'était pas toujours le cas, et c'est clairement pas dans son ADN, et c'est aussi une notion évolutive en fonction des sociétés, en fonction de leurs valeurs, de leur croissance, de leurs croyances. Et très clairement, cette signification des institutions, leur sens, elle va avoir un impact sur leur fonctionnalité. L'éthique, Monsieur Pécher, peut en effet faire en sorte qu'on doive mettre en place plein de normes, plein de règles. Ça a un impact sur la matérialité de l'institution. Et en échange, cette matérialité va avoir un impact sur les préférences. Si je mets en place davantage de redistribution, potentiellement, peut-être qu'en effet, je génère des préférences plus favorables à la redistribution. D'accord. Mais la spécificité, en fait, de l'État, elle n'est pas liée à cela, elle est liée au fait que cette signification, cette raison d'être, elle est le fruit de l'imaginaire social. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en fait, que vous le vouliez ou non, selon Castoriadis, toute institution, c'est-à-dire toute institution a un sens qui émane de la collectivité et de l'imagination de la collectivité. Il s'appuie sur les travaux en psychologie pour ça. Il dit, ce qui distingue quelque part l'homme de l'animal, c'est sa capacité d'imagination. C'est quoi? C'est de se représenter des choses qui n'existent pas. L'homme, quand il crée une institution, il a besoin de lui donner du sens, par définition. Et ce sens-là, c'est l'agrégation, quelque part, des imaginations individuelles. C'est comme ça qu'émane une signification collective. Et ça va être d'autant plus le cas que les sociétés, et ça c'est ce qui est clé comme notion chez Castoriadis, que les sociétés sont autonomes. Qu'est-ce qu'il entend par là? C'est que parfois, la signification qu'on va donner aux institutions, elle va être attribuée à des forces extrasociales. Dieu, les ancêtres, la nécessité historique. Voilà. Mais par contre, ça, c'est ce qu'on va appeler des sociétés hétéronomes. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas être force de création de cette capacité d'imagination. C'est une capacité d'imagination, d'accord? Donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qu'il faut actionner. C'est une capacité instituante. Et seulement, ce ne sera que dans les sociétés autonomes où cette capacité d'imagination peut potentiellement créer de nouveaux sens. Ce n'est pas déterministe. Il peut y avoir de nouvelles significations qui émergent s'il y a des nouveaux, si la société est autonome et souhaite créer de nouvelles significations. Et en ce sens, en fait, Castoriadis, vous le verrez si vous lisez cet ouvrage, toute la première partie est une critique très acerbe contre le marxisme. En particulier. Pourquoi? Parce qu'en fait, et c'est pour ça qu'il a aussi cette casquette d'économiste et parce qu'il reproche en fait aux sciences économiques, mais même sociologiques, et au marxisme, de n'appréhender les institutions qu'à travers leur fonctionnalité. Qu'elles n'ont qu'une dimension, c'est justement voir comment elles fonctionnent dans leur matérialité, quelque part. Et d'ignorer le fait que non, elles ont aussi une dimension imaginaire, et que cet imaginaire-là, il ne s'impose pas, c'est pas déterministe. L'homme peut être force de création du fait qu'il a cette capacité d'imagination, cette psyché. Et évidemment, aussi, ce qui est important, c'est que cette dimension symbolique a un impact est vecteur de valeurs, d'idéaux communs. Il va, à son tour et de façon indépendante, potentiellement véhiculer certaines valeurs dans la société. Et alors, du coup, on se pose la question, mais qu'est-ce que le sens de l'État? Qu'est-ce que cette signification dans l'imaginaire social? Et alors, ça n'a pas du tout été toujours le bien commun, comme on a pu en parler ce matin. Au départ, en fait, pendant très longtemps, le roi, et encore aujourd'hui d'ailleurs dans de nombreuses sociétés, le roi incarne les puissances surnaturelles. Et il sert en fait de médiateur avec ce qui relève du divin. Et ça, c'est en l'occurrence deux anthropologues, David Graeber et Marshall Sahlins, qui ont développé tout un ouvrage sur la symbolique du roi comme intermédiaire.
Et ici, ce que l'on voit sur cette image, c'est Charles Ier, roi d'Angleterre entre 1625 et 1649, qui est d'ailleurs souvent associé à la pratique de la touche royale, qu'il a pratiquée plus de 92 000 fois, on le sait, qui consistait en quoi? C'était un rituel dans lequel le roi imposait les mains sur des personnes atteintes de certaines maladies. Et cette pratique, en fait, s'appuyait sur la croyance que les rois, en tant que monarques de droit divin, possédaient des pouvoirs de guérison conférés par Dieu. D'accord? Donc la touche royale s'inscrivait dans la doctrine du droit divin des rois. D'accord? Et ça affirmait le pouvoir des monarques qu'ils venaient directement de Dieu. Donc on était vraiment dans des sociétés, quelque part, où l'imaginaire de l'État était lié à Dieu en tant qu'intermédiaire de Dieu. Et voilà, c'était ça l'imaginaire pendant longtemps, sauf que, vous le savez, avec la montée des Lumières, cette pratique, en particulier de la touche royale, a pris fin, et en premier lieu grâce à John Locke. John Locke a eu un impact considérable sur la remise en question de l'idée de pouvoir divin des rois. D'accord ? Et il a contribué en fait à développer ce qu'on appelle une philosophie séculaire, non religieuse, et à transformer donc du coup l'Angleterre du XVIIe siècle et l'autorité politique de l'Angleterre. Qu'est-ce qu'il préconise ? Il dit qu'en fait, il propose une théorie selon laquelle le pouvoir légitime doit être basé sur un contrat social. Vous le savez, c'est les Lumières. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, les citoyens ils ne doivent pas obéissance à un roi de droit divin. L'autorité de l'État doit découler d'un accord volontaire entre les individus qui décident de former une société pour protéger leurs droits. Donc en fait, le rôle de l'État n'est pas de régner de manière absolue, mais au contraire, ça devient de garantir et de protéger les droits des individus d'une société. Donc il replace le pouvoir entre les mains du peuple. Qu'est-ce qu'il fait en fait ? Qu'est-ce qu'on voit comme choc ? Autonomisation des sociétés. Elles deviennent autonomes. Et donc, il faut créer cet imaginaire, maintenant, de l'État. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que l'État, il doit servir l'intérêt du peuple, le bien public. Très bien. Mais est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans cette définition de bien commun, de bien public, maintenant, où on voit que ce n'est plus du tout l'intermédiaire avec Dieu, d'accord, ça doit refléter, émaner un bien public. Mais aussi, les Lumières, c'est très clairement l'avènement des sciences, de la rationalité. Et dans les années 50, il y a la théorie des choix sociaux qui a émergé suite au théorème d'impossibilité d'Arrow de 1951 qui reprenait le paradoxe de Condorcet. Et en fait, qu'est-ce qui se pose comme question ? La théorie des choix sociaux, c'est comment on détermine une préférence sociale. Comment on arrive à dire ce que veut le peuple ? Comment on détermine l'intérêt général ? En fait, on est maximisateur. Ce qu'on dit, c'est que l'État doit maximiser l'intérêt général, d'accord ? Mais comment on arrive à déterminer l'intérêt général ? Et ce que dit Arrow, et ce que montre Arrow dans son théorème d'impossibilité, et c'est très important, c'est qu'il est impossible d'obtenir l'intérêt général à partir des préférences individuelles, sans autre considération que les préférences individuelles. On n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que c'était monsieur, je crois encore Pécher ce matin, qui parlait d'intérêt, d'équilibre entre des intérêts contradictoires. On ne peut pas. On ne peut pas, à un moment donné, c'est impossible d'arriver à définir une préférence générale. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, en fait, la théorie des choix sociaux ? C'est que pour surmonter cette impossibilité-là, eh ben, on n'a pas d'autre choix, je vais être technique, que d'autoriser des comparaisons interpersonnelles d'utilité. Ça signifie quoi ? Une dimension morale. On n'a pas d'autre choix que de dire à un moment donné quel niveau de justice sociale on souhaite dans notre société. On ne peut pas juste être l'arbitre des intérêts individuels. Ça ne marche pas. On ne détermine pas l'intérêt général comme cela. Donc, ce que nous dit la théorie des choix sociaux, c'est que, quelque part, dans ce bien commun, il y a une dimension normative, de facto, techniquement, même quand on veut être super rationnel. Donc, mes objectifs dans une de ces recherches, dont le papier est ici, est en cours d'écriture, c'est The Institution and the Symbolic, State and University. OK, je vous laisse lire le titre. Mes objectifs, c'est petit 1, c'est et c'est assez ambitieux. Cette dimension morale de l'État, est-ce qu'elle existe dans l'imaginaire social ?
Est-ce que cette théorie-là, elle est vraie? Est-ce qu'on peut la tester empiriquement? Est-ce qu'on peut prouver que ça existe? Et si c'est le cas, quelles sont les potentielles conséquences sur les valeurs de la société et les comportements? Troisième objectif, comment évoluerait cette dimension morale de l'État au cours du temps, au sein d'une société et dans des environnements institutionnels formels différents, dans des matérialités différentes, dans des ADN différents? Trois objectifs principaux. Comment je fais? Voilà. Ça, c'est le chercheur typique, comment il fait. Comment on peut amener ça vers des données? En fait, souvent, ce qu'on essaye, c'est d'essayer de trouver des variations, d'accord? On va essayer de trouver des variations. Et une implication de cette théorie est que, en fait, si cette dimension morale de l'État, elle existe en particulier, avant tout, chez ceux qui font l'État. Chez le plus petit bureaucrate, même ceux qui n'ont rien à voir avec les services publics, mais rien, l'administration de l'État, il y a cette dimension morale qui est incarnée par eux, pour qu'elle existe. Et ça rejoint tout à fait les écrits de Max Weber, 1922, qui décrit un idéal de bureaucrate. Le bureaucrate, et on a parlé de modèle néo-wébérien ce matin, mais le bureaucrate, selon Weber, est fidèle à son institution, à ses valeurs fondamentales. Son engagement est dirigé non pas vers des individus, mais vers la mission et les règles de l'institution. Il doit placer les objectifs institutionnels au-dessus de ses propres intérêts personnels ou de ceux de groupes en particulier. Donc en gros, ce que dit Weber, c'est que quelque part, cette dimension normative, elle existe et elle doit être incarnée par des bureaucrates qui sont motivés par ce bien commun au-delà des préférences individuelles. D'accord? Et typiquement, dans la pratique, vous avez peut-être entendu parler de Louis Brownlow. C'est un homme, un Américain qui a en fait eu un grand rôle dans la réforme de la fonction publique fédérale aux États-Unis, en particulier dans les années 30 sous Roosevelt. Il a été l'un des pionniers de la professionnalisation à la weberienne de l'administration publique et il a créé, lui, ce qu'on appelle d'ailleurs l'Executive Office of the President, ses assistants, ses conseillers de l'ombre du président. Et en fait, une de ses phrases phares, c'est « Ces gens-là doivent être mus par de l'anonymité, ce sont des gens de l'ombre, et ce qui doit vraiment les intéresser, c'est cet idéal de bien commun, au-delà de leur propre existence, quelque part. » Donc, bien commun avant l'intérêt particulier. Et alors, en fait, je fais cette hypothèse. Ça me permet d'avancer une hypothèse. L'hypothèse, elle est laquelle? Elle est de dire, potentiellement, j'ai un endroit, un environnement où j'ai une concentration. Ce n'est pas eux qui font de nouveau la dimension imaginaire des institutions. Elle émane de la collectivité dans sa globalité. Il n'y a pas de groupe qui a plus d'influence ou pas. Mais par contre, je vais avoir une concentration de personnes qui vont porter cette dimension normative au sein de l'État. Imaginons quelqu'un, du coup, qui n'était pas dans l'État et qui y passe des switches, des passages entre secteur privé et secteur public, de bureaucrates qui sont complètement en dehors de services publics, cuisiniers, secrétaires. Regardons comment évoluent leurs préférences. C'est ça la stratégie d'identification, ici. Donc il s'agit d'un même individu. Vous voyez, cet individu noir, là, en noir, pardon, il travaille chez Nespresso. Il travaille chez Nespresso, il est cuisinier, secrétaire. Et vous êtes tous au courant, il faut que je reste derrière là parce que c'est filmé, il y a les vidéos qui seront d'ailleurs sur le site. Une spécificité suisse est que les salaires sont en moyenne plus élevés dans le secteur public que dans le secteur privé. Il y a eu bon nombre d'articles de journaux qui en ont fait part récemment, mais c'est le cas depuis toujours. Et cette différence, elle peut atteindre 30% pour ceux qui sont en bas de l'échelle salariale. Donc c'est gigantesque, d'accord ? Et moi, ce que je vais exploiter dans mes données que j'ai, ce sont des mouvements de personnes qui viennent du secteur privé,
Et en Suisse, en plus, ce qui est très bien, c'est qu'on a une administration, enfin, on a un open civil. Bon, il n'y a pas besoin de diplôme spécifique pour entrer dans l'administration. C'est ouvert. Et du coup, ces personnes-là, ces personnes du privé, parfois viennent dans le public, ça bouge, parce qu'ils veulent gagner plus quelque part. D'accord ? Donc, ils passent de la cafétéria de Nespresso à la cantine du département des finances du canton de Vaud. OK. Très bien. Ce que je dis, c'est que leur environnement, et ça, les psychologues organisationnels ont depuis longtemps souligné l'importance et l'influence de la socialisation en milieu de travail pour favoriser des changements culturels. Qu'est-ce qu'il va être ? Il va avoir un nouvel environnement. Vous voyez, en gros, le nombre de personnes qui vont porter potentiellement cette dimension symbolique de l'État, il est différent. Et ce que je teste, c'est de savoir si... Je suis habituée à être prof et on a l'habitude de ne pas être filmé. Je vais voir si lui, en fait, comment bouge. Est-ce que ça change sa probabilité de porter la dimension normative de l'État ? Est-ce qu'en passant de là à là, j'observe au sein de cette même personne un changement au niveau de la dimension morale qu'il porte à l'État ? Okay, c'est ça la question. Comment je fais ? J'ai des données. J'ai des données qui viennent du panel suisse des ménages. C'est une enquête qui interroge donc par panel. Ça veut dire qu'on suit les mêmes personnes sur plusieurs années. Tous les membres des ménages d'un échantillon aléatoire d'environ 5 000 ménages, donc plus de 12 000 personnes en Suisse depuis 1999, donc par année. Et ça, c'est formidable parce que ça me permet d'exploiter une variation au sein des mêmes individus. Donc, vous imaginez tout ce que je contrôle par ailleurs. Enfin, toutes les caractéristiques fixes de l'individu, elles n'ont plus d'impact. Les services publics sont ouverts, c'est ce que je vous dis. Et donc, en Suisse, ce qui est génial, c'est qu'on a une grande perméabilité entre les secteurs institutionnels. On a, au niveau de la Confédération, plus d'un tiers du personnel qui vient du secteur privé. On a vraiment beaucoup de changements. Et moi, dans mes données, j'ai à peu près 10% de personnes qui bougent entre les secteurs publics et privés, dans un sens comme dans l'autre. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que sur certaines années, pas sur beaucoup, mais de 99 sur 5, 99 à 2003, je sais exactement aussi dans quel type de secteur public ils vont, dans quel canton, et si c'est au niveau fédéral ou pas. Donc, je vais aussi pouvoir contrôler les caractéristiques des cantons, leur matérialité. Parce qu'évidemment, on le sait, on l'a compris, la matérialité peut avoir un impact sur cette dimension normative. S'il s'agit de... Comme ce n'est pas du tout dans l'ADN, il se peut très bien qu'on soit dans un canton qui fasse toute autre chose que poursuivre le bien commun. Et évidemment, potentiellement, ça ne va pas avoir d'impact sur... Je ne vais peut-être pas internaliser la dimension normative. Et comment j'évalue si un individu acquiert ou pas cette dimension-là ? J'ai une question. Normative, morale. Êtes-vous pour une Suisse où les étrangers ont les mêmes chances que les Suisses, ou pour une Suisse où les Suisses ont de meilleures chances ? On est dans le rôle d'un État, et quelle morale on lui apporte ? Est-ce qu'on veut une moralité inclusive ou exclusive ? Est-ce qu'on lui apporte une notion... Donc, quelque part, ça me permet de capturer, est-ce qu'il y a une dimension morale associée à l'État ? Et alors là, c'est important aussi que, quelque part, les effets attendus sont complexes. Pourquoi ? Parce que des individus vont avoir leur propre moralité. De façon... ils vont avoir leur propre propension à donner de façon inclusive ou exclusive. Il y en a, par exemple, souvent la façon dont on capte l'universalité, cette préférence-là, c'est quand vous avez 40 francs, et que vous avez deux personnes en face de vous avec des distances sociales différentes, une qui est suisse et une autre qui est étrangère, comment vous allouez les 40 francs, d'accord ? Mais et donc c'est vous, c'est votre moralité individuelle. Et il se peut que vous soyez tout à fait inclusif d'un point de vue moral. Et donc si vous êtes inclusif d'un point de vue individuel, et que vous passez à l'État et que vous acquérez une dimension étatique, normative, inclusive, ça n'aura aucun impact, je ne vais pas le capter. Parce que vous l'avez peut-être acquis, mais vous aviez déjà cette propension-là naturellement. Donc je ne vais pas avoir grand-chose quelque part. Vous m'auriez déjà répondu à cette question-là, même si vous n'attribuiez pas de sens moral à l'État, quelque part que l'État doit être
équitable parce que vous trouvez ça normal, vous, comme ça, mais sans pour autant avoir compris qu'il s'agissait d'une dimension normative. Aussi, évidemment, la personne qui bouge, si elle portait déjà la dimension morale de l'État, je ne vais pas avoir d'impact. Je ne vais pouvoir voir quelque chose que pour ceux qui, potentiellement, ne portaient pas cette dimension normative. Et imaginons qu'eux, naturellement, ils sont inclusifs et qu'ils arrivent dans un État, au sein du secteur public, où, en fait, la dimension normative qui est véhiculée, elle est exclusive. Ils perdent. Dans ce cas-là, potentiellement, je peux m'attendre à un impact négatif sur leur propension, sur la réponse. C'est-à-dire qu'ils vont y répondre oui, ils vont désormais répondre non, parce qu'ils sont dans un environnement, on leur dit, mais attends, là, il y a une dimension normative de l'État, et celle-ci, elle est exclusive, donc ils perdent leur moralité inclusive. Pareillement, de façon tout à fait parallèle, s'ils sont leur propension individuelle, leur propensité individuelle, leur moralité individuelle est exclusive, et qu'ils arrivent dans le secteur public qui véhicule une moralité de l'État dans l'imaginaire social qui est exclusive, on n'aura aucun effet, et on pourra observer un effet positif si il y a différence entre la moralité individuelle du travailleur exclusive et qu'il arrive dans un secteur public où la moralité de l'État dans l'imaginaire social est inclusive. Ça va ? Ok, je ne sais pas, mais vous me direz. Là, je vous présente juste quelques statistiques. Mais statistiques, en fait, qui sont très parlantes. Regardez, j'ai sur l'axe des ordonnées la part des individus qui ont répondu au questionnaire et qui ont dit « oui, l'État doit être équitable ». Il doit donner autant d'opportunités aux Suisses qu'aux étrangers. J'ai 2 tiers. 2 tiers. Et cette part, elle est stable, sauf on voit quand même que cette propension à ouvrir les frontières de la moralité, à étendre les frontières de la moralité, elle dépend du contexte macroéconomique, puisque après la crise financière de 2007-2008, il y a eu une forte baisse, où en fait on avait tendance à devenir exclusif. Et puis ça remonte. Mais on est quand même globalement autour de 2 tiers. Okay ? Et première aussi évidence, quelque part, c'est qu'il y a une différence de 10 points de pourcentage entre le secteur public et le secteur privé sur, justement, ceux qui répondent que l'État doit être universaliste, c'est-à-dire ne pas faire de différence. Donc 10 points de pourcentage de différence. OK ? Donc c'est plus de l'ordre de 75 et 65 dans le secteur privé. OK. Mais pour autant, ma question, et ce que je vais vous montrer maintenant comme résultat, c'est de savoir si un individu qui bouge du secteur privé au secteur public, et cet individu-là, il est administratif dans un bureau, il n'est pas du tout en lien avec la matérialisation de cette dimension normative, la poursuite du bien commun. Il ne fait pas partie des services publics santé, éducation et sociale. Il ne fait pas ça. Comment varie cette préférence-là? Est-ce qu'il répond différemment? Et donc là, le résultat à lire, c'est le premier effet à gauche. On observe un impact positif, significatif, à plus de 5%, donc on est à 95% certain, que en fait, la probabilité que cet individu il change de préférence et qu'il devienne en faveur d'une Suisse autant équitable entre étrangers et Suisses, elle augmente de 10 points de pourcentage. Et quand je rapporte cela à la moyenne des individus qui, dans le secteur privé, je vous l'ai dit, sont pour une moralité inclusive, 65%, ça fait un effet de 15%. La probabilité, elle augmente de 15%. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on regarde aussi qu'il y a plein d'autres questions. Et ici, il y a des questions qui sont liées à leur idéologie. L'idéologie, c'est la matérialité de l'État. Est-ce que vous voulez plus ou moins d'État? Est-ce que vous voulez plus de redistribution? Est-ce que vous voulez plus de welfare? Ils répondent, global, idéologie, ils deviennent de droite. Ils veulent moins d'État. Ils veulent moins d'État, ils ne veulent pas spécialement moins de redistribution de welfare, ce n'est pas significatif, mais ils deviennent pour un rôle de l'État plus faible, pour une taille de l'État plus faible. Pourquoi? Parce que ça, c'est significatif, ils ont moins de satisfaction pour la démocratie, ils ont moins de confiance dans les institutions,
et quelque part aussi un peu moins confiant dans les... Donc, ici, mais ça revient, ça corrobore cette idée que petit 1, c'est bien de l'imaginaire, c'est une composante à part, qu'elle existe indépendamment de la fonctionnalité et qu'on peut critiquer la fonctionnalité et en même temps adhérer à l'imaginaire. Ça, c'est le premier point. Et ce qui est là, je vous montre, c'est que du coup, j'ai les 26 cantons et la Confédération, j'ai tous qui travaillent. Et ce que je peux observer, c'est qu'il n'y a aucun... Les résultats ne sont pas influencés par un canton ou par la Confédération. Quelque part, on a un effet moyen assez stable. Alors, ça sortirait mieux s'il n'y avait pas Zurich, Saint-Gall et Lucerne. Voilà ce que je peux vous dire. Hein. Et ça sortirait un petit peu moins bien s'il n'y avait pas la Confédération, le Valais de Soug et Bâle-Campagne. Mais globalement, non, c'est très stable. Et il n'y a pas un canton ou la Confédération qui a plus de poids dans l'effet moyen. OK. Donc là, on est vraiment sur cette idée de s'assurer que... qu'est-ce qui peut expliquer qu'ils ont changé leurs préférences en arrivant? Pourquoi ce cuisinier, il a changé ses préférences? Donc, comme je vous l'ai dit, c'était probablement parce qu'il se socialise. Le midi, il mange avec ses collègues et il parle de ça. C'est comme ça qu'on suscite des changements. C'est la socialisation au travail. Et une façon de le montrer aussi, de s'assurer que ce n'est pas autre chose, que ce n'est pas lié, par exemple, au fait que le secteur public, il a des caractéristiques institutionnelles spécifiques. Par exemple, des incitations, une sécurité au travail, etc., qui peuvent potentiellement expliquer cela. Je ne vous montre pas tout, hein, évidemment. On contrôle pour tout ça, ça ne bouge pas, les résultats sortent même mieux. Et aussi, ce que je vais vous montrer, c'est que je vais rebondir sur le cas français et exploiter cette différence suisse francophone, suisse alémanique. En France, ce que nous dit quelque part Castoriadis, c'est que l'imaginaire, il sera d'autant plus important qu'on est dans une société autonome. D'accord ? Et ici, l'imaginaire de l'État universaliste qui révèle, parce qu'il est le reflet de valeurs universalistes dans la société. Et ici, il y a une spécificité culturelle de la France, c'est la séparation de l'Église et de l'État, suite à la loi de 1905. D'accord ? Donc, en gros, on a enlevé toute dimension religieuse dans l'État. C'est le seul pays qui fait ça. Et donc, évidemment, ça donne une plus grande autonomie pour instituer l'État. Si les Français sont autant dans la rue, c'est qu'ils ont conscience de ça. C'est pas que pour râler. Pas que. Pas que, potentiellement. Mais en tout cas, il y a cette idée-là de l'État, en gros, il n'y a pas une autorité religieuse dedans, donc c'est à nous de le faire, quoi. On peut le critiquer, on peut avoir une attitude autonome, en tout cas. Et puis, il y a eu évidemment tout un courant très universaliste en France, avec en même temps la Troisième République et au début du XXe siècle. Et donc, du coup, il y a eu d'ailleurs des conséquences matérielles, c'est-à-dire que le 9e paragraphe du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qu'est-ce qu'il dit? Et d'ailleurs, Mme Fogère, il dit qu'en fait, non, tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. Ça appartient à l'État. Tout service public, en gros, et c'est pour ça qu'en France, on parle de service public et non pas de service d'intérêt général, comme dans l'Union européenne. L'Union européenne, sous l'influence de l'Allemagne, a voulu distinguer biens collectifs et services publics en disant non, les biens collectifs, on va les appeler services d'intérêt général parce que le secteur privé peut potentiellement les fournir. D'accord ? En France, en fait, il y avait cet idéal, et pour servir cet idéal, on a mis ça dans la Constitution, qui est de dire non, il n'y a que le secteur public qui peut fournir les services publics. Depuis, la France, avec sous l'égide de l'Union européenne, contrairement à la Suisse, est beaucoup moins libre de garder les régies publiques en main publique et puis de ne pas trop ouvrir à la concurrence. Bon, bref, met en place différents mécanismes contractuels pour permettre d'intégrer le secteur privé. Mais aussi, ce que je veux vous dire, c'est que là, c'est le cas français, mais ça a évidemment des répercussions très fortes en Suisse. Et là, c'est une image d'un dessin qui a été publié dans Le Temps par Chapat. Le 23 août 2016. Qu'est-ce qu'il nous montre, ce dessin? Il nous montre le directeur de Suisse, qui est cette compagnie aérienne nationale, et elle appartient à Lufthansa. Lufthansa, qui est une entreprise privée allemande. Et Suisse opère à l'aéroport de Genève.
opère à l'aéroport de Genève, qui, lui, appartient au canton de Genève, donc qui est une entreprise publique. Et qu'est-ce que le directeur de Suisse dit à table sur Genève doit être rentable. Que répond un employé de l'aéroport de Genève? Quelle méconnaissance de l'esprit roman. Ça rebondit un peu là-dessus, mais c'est pour dire aussi que très clairement, et je me souviens d'ailleurs, je vous parlais d'enrichissement croisé, terrain recherche, en 2014, on avait organisé cette journée de la gouvernance, et il y avait Carte Postale, et le directeur de Carte Postale qui était venu pour parler de la concurrence pour les entreprises publiques, et l'incipit, les premiers mots de sa présentation, c'est « nous, entreprises publiques, on cache le fait qu'on est une entreprise publique ». On souhaite que ça n'existe pas. On veut être considéré comme une entreprise privée. Donc, différence quand même de mentalité, qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que l'effet, il double. La probabilité que le travailleur acquiert la dimension morale de l'État, elle devient de 30% plus élevée quand ce switch se fait dans la partie francophone de la Suisse. Il devient... Oui, okay. Ensuite, vous pourriez me poser la question, mais justement, vous vous souvenez de mes différents objectifs, quel est l'impact de cette existence, de cette dimension normative de l'État sur les valeurs de la société? Typiquement, ce qu'on peut observer, une première évidence, c'est que quand on regarde la courbe du secteur public par rapport à cette préférence-là, le pourcentage, la part des individus qui pensent que l'État doit être inclusif, eh bien, si vous regardez comment évolue la courbe et le parallélisme avec la courbe verte, qui, elle, représente la courbe de ceux qui ne travaillent pas, les jeunes, les chômeurs et les retraités. En rouge, c'est toujours le secteur privé. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on observe? Fort parallélisme. Pourquoi? Parce que vous avez certainement entendu parler des bureaucrates, des street-level bureaucrates, de ces bureaucrates qui ont un pouvoir très fort pour, justement, allouer différentes prestations ou pour former les esprits. En France, il y avait même cette idée du hussard noir de la République, de Péguy. Mais il y a vraiment cette idée que les bureaucrates, en fait, sont vecteurs, et un vecteur très important, un groupe très important pour véhiculer les préférences et former et diffuser certaines préférences dans la société. Et ça, bon, je vous raconte peut-être pas trop ça, mais je peux vous dire qu'en fait, même... L'individu, en fait, un Suisse, je sais où est-ce qu'il vit dans ma base de données, je sais où est-ce qu'il vit et dans quel état, dans quel canton il vit, et donc je sais au fil du temps, sur les plusieurs années, si son canton, il est davantage peuplé de fonctionnaires, de bureaucrates qui portent une dimension inclusive de l'État, au fil du temps. Et je contrôle aussi si, dans son canton, en moyenne, les gens qui l'entourent, qui sont reflétés par justement toutes les autres personnes qui travaillent dans le secteur privé, si cette personne qui ne travaille pas, qui est soit jeune, au chômage ou qui est retraitée, comment peut évoluer sa préférence pour cette dimension normative en fonction de son environnement local? Est-ce que lorsque son environnement local est davantage inclusif, elle a une probabilité de changer sa préférence de façon positive? Oui. Et lorsqu'elle fait face à des fonctionnaires qui sont plus inclusifs, est-ce qu'elle va changer sa préférence et acquérir une dimension inclusive de l'État? Oui. Même quand je contrôle pour l'environnement local. Des conséquences comportementales. Ceux qui intègrent, je regarde comment... Ceux qui changent leurs préférences et qui deviennent pour un État suisse qui soit, on va dire, inclusif, comment ils se comportent? Est-ce qu'il y a des différences de comportement? J'observe qu'ils deviennent pour une Suisse qui rejoignent l'Union européenne. Ils deviennent membres d'organisations caricatives, ils deviennent membres d'organisations environnementales et ils participent plus aux élections fédérales. Le bien commun. Quand on acquiert cette dimension normative de l'État, qui est une dimension qui dépasse les individus, où on raisonne au niveau de la société en tant que société, de bien commun au-delà des préférences individuelles, on va adopter des comportements qui sont en ligne avec ce bien commun. Étendre les frontières, quelque part, du bien commun en rejoignant l'Union européenne et s'engager dans l'environnement et davantage voter, qui sont tous des comportements de bien public.
Comment dans les temps, faut me dire? Ok, je vais arrêter juste, ok, toc toc, juste une différence entre Suisse francophone et alémanique, donc qui persiste. Quelles sont les implications? Juste quand même très rapidement. C'est que quelque part là-dedans, quelles sont les implications au niveau de la gouvernance du bien commun? Première implication, c'est que, en fait, et c'est ce qu'on montre dans un autre papier, c'est que quand cette dimension normative, elle existe, eh ben, c'est une motivation sensationnelle. D'accord? C'est une motivation des travailleurs sensationnelle. Et que ce qu'on trouve, c'est que du coup, au niveau du Rösti-Graben, les municipalités francophones, c'est moins coûteux pour elles de fournir leurs services en interne que les municipalités alémaniques qui sont à 20 km. Et pourquoi? Parce que justement, cette motivation qui est liée à cette dimension morale est beaucoup plus forte d'un côté que de l'autre, et ça permet de faire des efforts qui ne sont pas obligatoirement rémunérés, et ça amène des gains d'efficience productive. Donc, en fait, du coup, ça veut dire que lorsque cette dimension, elle existe, il ne faut pas appliquer les mêmes réformes institutionnelles. On ne doit pas ouvrir de la même façon les services publics si cette dimension, elle existe, parce qu'on va y perdre. On gagne moins à aller vers le marché quand on a une motivation intrinsèque et forte du fait de la dimension morale qui existe de l'État. Ensuite, en termes de gouvernance du bien commun, l'idée, et c'est peut-être une solution à toutes les questions qui disaient mais comment on fait en fait quelque part pour parvenir à mettre en place cette raison d'être, etc. Mais en fait, l'idée est de dire il faut non pas prendre ça comme une contrainte, cette dimension morale. En France, c'est ça, c'est souvent compris ça. Ah, on a compris la dimension morale de l'État, mais on a envie d'être efficace. Mais appuyons-nous dessus. Appuyons-nous dessus. Elle existe par définition, c'est une force, elle est indépendante de l'État, ça vient du peuple, de la société, de cette capacité d'imagination. Donc faisons-en une force. Par exemple, passons des messages moraux autour du sens, du type, si vous traitez plus de dossiers, vous servez le bien commun. Pourquoi pas? C'est une idée. Le fonctionnariat a été pensé par Weber, d'ailleurs, pour assurer cette motivation pour le bien commun, au-delà des propres intérêts, et aussi pour protéger et rendre indépendants des politiques. Et puis peut-être dernière slide, c'est que la composition des conseils d'administration des entreprises, on a regardé avec Simon sur une quinzaine d'années la composition des conseils d'administration des hôpitaux publics. D'accord? Et chaque individu, chaque membre, on était capable de voir un peu quelle était sa formation, son genre, femme, homme, son âge, etc. Et aussi quel était son ADN quelque part. Est-ce elle avait fait davantage, elle avait exercé davantage dans le secteur public ou dans le secteur privé? Et en fait, on est arrivé au résultat que lorsque et on regarde les changements au sein d'un hôpital au niveau de la composition des conseils d'administration, et lorsqu'il y a un conseil d'administration qui devient majoritairement avec des personnes qui ont travaillé pour l'État, pour une organisation publique, etc., ce qu'on observe, c'est que ça a des effets sur les résultats des hôpitaux, sur les choix justement dont on parlait plus tôt dans la journée, où en fait il y a de la discrétion, il y a 3 traitements qui vous êtes proposés, choisissez. Il y a de l'ambulatoire, il y a du stationnaire, il y a une votation qui vient justement sur cette thématique-là, et ce que l'on peut observer, c'est que lorsque le conseil d'administration est majoritairement public, avec des personnes qui ont, en tout cas, cette étiquette publique, eh ben, ce qu'on observe, c'est qu'elles font beaucoup plus d'ambulatoires. Voilà, j'ai encore pas mal de choses, mais ça va. Merci de votre attention.